Et on a vu quand même qu'avec le même budget, donc le même budget pour tout le monde, on avait la moins bonne équipe qui était sur du label E et la meilleure équipe qui était sur du label B. Et donc ça montre encore une fois l'importance de bien mettre son argent au bon endroit. C'est pour ça que j'existe en fait et que je fais ce métier, c'est pour conseiller au mieux les personnes. Bonjour à tous, bienvenue les amis dans cette masterclass expert du club. Donc aujourd'hui on va continuer de parler d'une thématique super importante qui est le PEB, donc la consommation, les performances énergétiques du bâtiment. Pour ça, on a l'occasion d'accueillir Thibaut Dehert, donc certificateur PEB aussi, membre du club, qui a déjà donné pas mal de bons conseils avec une étude de cas à la part capsule. Et si vous voulez revoir cette vidéo ou voir cette vidéo, première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici autour de la vidéo. Ici, dans cette deuxième partie, on a réuni beaucoup de questions que la communauté nous pose, que les membres du club se posent concernant des cas précis selon leur situation. Donc, on va rentrer un peu plus dans les spécificités, dans les détails, dans l'expérience des gens. Et donc, pour ça, j'ai toute une liste de questions auxquelles je te propose de répondre un peu en questions-réponses ici. Et juste avant de commencer cette vidéo, est-ce que tu peux peut-être te représenter en 2 mots? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Quelle est ton expertise? Donc bonjour, moi c'est Thibaut et du coup je suis investisseur immobilier depuis 2021. En 2021, j'ai rénové ma première maison avec 0 connaissance sur le bâtiment. Vraiment, je ne savais pas c'était quoi une plaque de Gyproc, pour te dire. Et à partir de là, je me suis fait conseiller pour rénover cette maison de manière intelligente, en faisant attention aux aspects énergétiques. Et ces aspects m'ont tellement passionné, notamment aussi en tant que bio-ingénieur, que j'ai décidé de me lancer aussi dans la formation pour devenir d'abord certificateur PEB. Donc maintenant, ça fait plus de 3 ans que j'exerce. Je fais à peu près 200 maisons du conseil ou de la certification sur plus de 200 maisons par an. Et donc, voilà, grâce à cette collaboration avec le club aussi, j'ai pu m'orienter vers les investisseurs immobiliers pour apporter du conseil aux personnes qui peut-être en ont le plus besoin aujourd'hui, vu que ce sont les premières personnes qui seront concernées par les restrictions liées au label PEB. Donc, tu es investisseur à la base, tu es devenu certificateur passionné par ce domaine et tu es aussi auditeur? Oui, tout à fait. Donc, auditeur depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, je conseille aussi les personnes dans leur rénovation, dans le but d'obtenir des primes qui sont octroyées encore aujourd'hui par la région wallonne. Donc spécialisé en Wallonie. Et donc d'ailleurs, on a tourné aussi une vidéo concernant tout ce qui est auditeur, qui est encore un domaine spécifique. Donc ici, ce podcast, c'est certification. On a parlé de tout ce qui est audition, des primes, qu'est-ce que c'est qu'un auditeur, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les rapports. Donc n'hésitez pas de nouveau à regarder autour de cette vidéo dans les liens en description pour voir si c'est intéressant ou pas pour vous de faire appel à un auditeur, aux primes, aux avantages. Il y a tous les avantages, il y aura aussi les inconvénients de manière transparente dans cette vidéo. Je vous propose de continuer ce podcast en te posant les questions de la communauté. Donc on a sondé nos clients qui avaient des questions super intéressantes concernant le PEB. Ah, j'adore. Et alors, il n'y a pas d'ordre particulier, donc je vais te les balancer comme ça et je te propose de faire vraiment question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et c'est parti, on commence avec la première question. Donc, quels sont les meilleurs isolants pour le mur et plafond? Alors, on en a un peu déjà parlé. Il y a le meilleur et le meilleur, en fait. Il y a la meilleure qualité, mais souvent qui a un prix assez élevé. On va sur des isolants végétaux. La laine de bois est un des isolants végétaux les plus utilisés. Et donc là, on a quand même beaucoup de qualité, notamment en termes déjà de santé, mais aussi niveau acoustique, niveau rétention aussi, parce qu'on a des aspects aussi de surchauffe qui sont mieux régulés avec ce type d'isolant. Mais on a quand même à la fois des inconvénients aussi, donc notamment en termes d'épaisseur. Pour les isolants végétaux, en général, il faut quand même une belle épaisseur pour atteindre un bon niveau de performance. Donc l'alternative à ça, on en a parlé pour l'isolation intérieure, c'est quand même les plaques de pire, donc un type de polyuréthane qui est quand même un des isolants les plus utilisés aujourd'hui en construction et qui a une efficacité très importante, mais qui est très,
très chimique, on peut le dire. Super. Et donc ça, la laine, on peut les mettre dans les faux plafonds et au niveau des murs, isolation. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, oui, en fonction de l'endroit où on va placer l'isolant, en général, ce seront des isolants différents. Par exemple, on ne met pas le même isolant sous un bardage que sous un crépi en isolation extérieure. Pour tout ce qui est isolation intérieure, je vais citer les plus utilisés aujourd'hui. C'est les laines, donc laine de roche, laine de verre et le polyuréthane en plaque de pire. Ok, super. Alors, quels sont les éléments à petit budget qui permettent d'améliorer grandement le PEB? Je pense que c'est global, mais... Ouais. À petit budget, bon, ça dépend ce qu'on appelle petit budget, mais le plus petit budget, et une des recommandations que je fais le plus souvent après mon passage pour un certificat, c'est l'isolation des tuyaux en cave. Donc, on a parfois des tuyaux de chauffage qui passent en cave et qui ne sont pas isolés. Et là, on perd beaucoup de points. Donc, rien que faire cette isolation, ça peut déjà faire gagner pas mal. On a aussi, au niveau de la chaudière, on a parfois des chaudières toutes neuves, à condensation, flambant neuves, bonne qualité, bonne marque, qui sont installées, mais aucune régulation. Donc, pas de sonde extérieure, pas de thermostat d'ambiance. Et donc, en fait, c'est un peu débile parce qu'on se retrouve avec un système très performant, mais on n'utilise pas son potentiel. Et donc, voilà, parfois, en rajoutant des éléments de régulation sur la chaudière, on peut gagner pas mal de points, mais on gagne surtout sur sa consommation. Et ça ne suffit pas. Je pense notamment à une cliente du club où on a fait quelques chipotages à distance sur les réglages de sa chaudière. Parce que c'est bien de mettre des éléments de régulation, mais si ce n'est pas réglé, on perd encore beaucoup. Et grâce à ça, on a pu faire bien chuter sa consommation de gaz, comme ça, rien que sur un petit conseil à distance sur les réglages à faire sur sa chaudière. Ça. Donc sur la consommation, mais pas sur le certificat. Pas sur le certificat dans ce cas-là. Donc pour le certificat, c'est d'abord les éléments de régulation qui doivent être présents, mais on ne va pas regarder les réglages. C'est ça. Et quand tu parlais d'isolation des tuyaux, c'est les tuyaux de gaz qui vont dans les caves, par exemple? Alors pas les tuyaux de gaz, mais les tuyaux d'eau chaude qui circulent, donc les tuyaux qui vont jusqu'au radiateur. Oui. Ces tuyaux, c'est un peu dommage. La chaudière, elle est à sa plus haute température. L'eau est à sa température la plus haute dès qu'elle sort de la chaudière. Et au final, elle refroidit déjà dans la cave. Alors que le but, c'est qu'elle refroidisse dans le bâtiment. Pour chauffer le bâtiment. C'est dans le cas où les tuyaux sont apparents alors. Voilà, tout à fait. Et même pour des tuyaux qui sortent des radiateurs, qui sont apparents, ça peut être utile de les... Alors, pas pour ceux qui se trouvent dans le volume chauffé, parce que ces tuyaux, ils vont perdre de l'énergie, mais ils vont chauffer le bâtiment. Donc, au final, on n'a pas de perte. C'est surtout dans la cave qu'on ne souhaite pas chauffer, et donc on ne va pas laisser ces tuyaux sans isolant. Ok, super. Merci. J'ai d'autres petits conseils. L'isolation du plafond de la cave, on en a parlé pour Rudzone. Ça fait gagner quand même pas mal de points pour un budget qui est très raisonnable. Pour quelle raison? Parce qu'aucune finition. Donc, on peut isoler une cave, un plafond d'une cave et ne mettre aucune finition, c'est pas très gênant. Avec de la mousse, par exemple. Voilà. Et alors, on peut utiliser la méthode de la mousse projetée, qui est très avantageuse au niveau des coûts. Et alors, on a aussi l'isolation de façade par le creux. Dans certaines maisons plus récentes, donc on va dire très fréquent à partir des années 70, mais on a déjà des maisons des années 50 qui ont des murs creux. On a une coulisse, donc un espace vide entre le mur porteur et le mur de parement. Et donc, entre les deux, on peut injecter un isolant. Et ça, en termes de prix au mètre carré, très, très faible. En termes d'impact, on peut avoir un impact énorme sur le label PEB et sur le confort et sur la consommation. Et donc ça, c'est un très bon tuyau. L'isolation de toiture, bon, là, c'est des coûts plus importants. C'est un bon tuyau. Ouais. Bien sûr. Et alors aussi, oui, ça j'ai déjà eu des clients qui ne souhaitent malheureusement pas refaire leur toiture alors qu'elle est en mauvais état. On peut toujours isoler un plancher de comble pour compenser niveau énergétique, pour avoir un impact niveau énergétique sans devoir refaire la toiture. Mais il faut faire très attention dans ce cas-là parce que du coup, la toiture est à surveiller de manière constante en cas d'infiltration. Ok, super. Mais merci vraiment pour tous ces tuyaux. On va continuer. Donc, comment isoler un bâtiment qui est classé au niveau de la façade? Donc, comment améliorer son isolation? Alors, pour un bâtiment classé, c'est toujours très compliqué. Bon, déjà, c'est de réfléchir 5 fois avant de l'acheter. Oui. Et donc, bien regarder cet élément avant d'acheter parce que c'est un élément bloquant. Donc, juste peut-être pour définir bâtiment classé, toi, tu définirais ça comment? Donc, qui fait partie du patrimoine de la région, de la commune. Et donc, si on veut affecter... faire des travaux sur la façade, par exemple, il faut demander des autorisations spécifiques
Et on ne peut Ouais. pas faire tout ce qu'on veut. Alors n'importe parfois même où à dans- l'intérieur. Hein. Même à l'intérieur. Parfois, ok. même pour des travaux à l'intérieur, on est bloqué. Et je suis déjà tombé sur le cas d'une maison pour lesquelles, par exemple, l'escalier ne pouvait pas être touché, certains murs. Enfin voilà. Donc même parfois à l'intérieur, on a des restrictions. Donc déjà, éviter d'acheter ce genre de bâtiment. Mais si on l'achète, voilà, savoir que dans le futur, il y aura peut-être des exceptions pour les éléments protégés. Et donc, peut-être on pourra ne pas respecter les exigences en termes de label PEB pour ces éléments-là. C'est déjà le cas dans le cadre d'une rénovation importante. Quand on demande un permis, on peut demander des exceptions quand on est sur un bâtiment protégé. Mais dans le futur, on ne sait pas quelles seront les règles par rapport aux exigences PEB globales pour tous les bâtiments. Si on aura des exceptions pour les bâtiments protégés, mais j'ai quand même... Enfin, personnellement, mon avis personnel, c'est qu'il y aura des exceptions possibles pour ce genre de bâtiment, à condition d'en faire la demande et qu'elle soit acceptée. Ok, super. Donc risqué, mais avec peut-être un potentiel à suivre, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va, super. Quels sont les quick wins pour booster le score PEB d'un bien existant? Je pense que tu as déjà... Ça rejoint un peu la question avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, oui, facilement un PEB existant? Donc, c'était Bâtiment les tuyaux, classique, ouais. deux façades. Bâtiment deux façades avec une toiture isolée. On va isoler le plafond de la cave. On va mettre un système de chauffage performant, une pompe à chaleur ou un peu moins bien, une chaudière à condensation. On va utiliser aussi un système performant pour la production d'eau chaude, que ce soit un boiler thermodynamique ou la chaudière à condensation. Et là, on peut espérer avoir du label C sur une maison classique, allez, 130, 140 mètres carrés. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un impact particulier si le système de chauffage et d'eau chaude est relié sur le même radiateur? Ou est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un boiler juste pour l'eau Séparé. chaude? Ouais, séparé. Ouais. Alors, ça dépend. Un boiler thermodynamique, par exemple, c'est intéressant si vous avez des panneaux solaires. Parce que si vous faites tout au gaz et que vous avez des panneaux, vous ne profitez pas vraiment de vos panneaux pour produire l'eau chaude. Après, si on a un appareil comme une chaudière, il peut suffire, la chaudière peut suffire à produire l'eau chaude de manière performante. On rajoute un réservoir, un ballon à la chaudière, mais pas un boiler électrique, hein, vraiment un ballon de réservoir lié à la chaudière. Un boiler électrique, c'est très mauvais en termes de label PEB. Mais on peut rajouter ce ballon de stockage, surtout quand on a plusieurs douches, par exemple, qui peuvent fonctionner en même temps dans le bâtiment. Là, c'est un peu inévitable, sinon tout le monde n'aura pas de l'eau chaude en même temps. Ok. Mais en général, on essaye d'éviter de ce ballon parce que qui dit stocker de l'eau chaude dit avoir des pertes. Ah ouais, intéressant. Ouais. Quelle information un propriétaire peut fournir en priorité afin d'assurer le meilleur scoring du PEB? Fournir en priorité toutes les factures, mais les factures complètes. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, vraiment avec toutes les informations détaillées, on ne va pas les repréciser ici, hein, on en a parlé. Et alors, les photos de chantier, un maximum. Ok, top. Pour tout ce qui est installation technique, en général, on retrouve les informations sur les étiquettes des appareils. Mais si pas, il faut aussi avoir les factures. Et ça arrive parfois qu'une chaudière, par exemple, a son étiquette avec la date de fabrication, le modèle exact et tout ça. Mais toutes les infos sont derrière la chaudière qui, elle, est fixée au mur. On n'a pas accès à l'étiquette. Et donc là, c'est bien d'avoir aussi la facture avec le modèle exact. Et donc, vraiment, je dirais, le rôle de la personne qui fait appel à un entrepreneur, donc un particulier qui fait de la rénovation, c'est de checker que les factures soient bien correctes. Et alors, une fois que le chantier est terminé, parfois, on a demandé des suppléments en cours de chantier. Et du coup, le montant des factures n'est plus égal au montant du devis, sauf que dans les factures, on n'a plus les infos de base. Et donc là, c'est nécessaire de demander à l'entrepreneur de remettre à jour le devis pour que les montants correspondent et qu'on ait toutes les infos précises dans le devis, parce que dans les factures, on n'a pas toujours toutes les infos. Parfois, c'est juste à compte 1, à compte 2. Bon, si j'ai toutes les factures et que les montants ne correspondent pas, je ne peux plus prendre les infos du devis. Et là, souvent, on perd beaucoup en termes de sources d'informations. Et est-ce que, par exemple, dans le devis, des fois, il ne prend pas en compte le prix de la main-d'œuvre, la pose ou les contraintes techniques? Ou il est censé préciser montant de la chaudière autant et main-d'œuvre autant? Alors, les montants ne sont pas si importants. L'attribution des montants, ce n'est pas important pour le label, mais il faut surtout que les montants correspondent entre le devis et les factures pour prendre le devis en compte comme preuve.
Ah, mais comme ça. Voilà, Ok, c'est ok. ça. Et donc là, souvent, oui, on perd beaucoup d'infos. Il y a des devis qu'on est obligé de rejeter parce que les montants ne correspondent pas, parce que le client a supprimé certains postes ou ce Ouais. genre de choses. Donc le devis doit être vraiment ultra précis, quoi. Voilà. Ou alors, bien remettre les infos dans la facture. Ça, c'est le top du top. Comme ça, on a une facture avec les infos et là, il n'y a aucune discussion à avoir. Super, nickel. Et toi, tu fais un bon boulot. Voilà. Et plus Ça se facile aussi facilite. parce que... Bah, moi, en toute transparence, pour la part capsule, hein, de nouveau, si vous êtes intéressé, il y a un petit lien en dessous de cette vidéo. J'ai galéré avec l'entrepreneur pour avoir des factures, les informations précises pour que tu puisses rédiger le PEB. Et grâce aux photos et aux éléments de preuve que tu as constitués à côté, Ouais. là, on a pu valoriser tous les éléments. Et c'est ça souvent le problème. Hein. Vraiment, des dossiers bloqués parce que l'entrepreneur n'a pas mis toutes les infos dans les factures. Et donc, si vous êtes entrepreneur, c'est d'abord aussi vous former sur quels sont les éléments importants que le certificateur a besoin pour faire son travail facilement. Parce que même pour un entrepreneur, c'est beaucoup de temps perdu. À chaque fois, le client doit recontacter l'entrepreneur qui doit remodifier les éléments dans le devis pour que ça corresponde. Ouais. C'est très compliqué. C'est ça. Et donc, si on a toutes les infos tout de suite, et c'est très rare que j'ai des dossiers, ça arrive, hein, mais j'ai des dossiers parfois très, très bien complets avec tout ce qu'il me faut, mais c'est quand même assez rare. Et souvent, il faut un peu chipoter, aller rechercher des infos à gauche, à droite. Et je vous recommande vraiment, en tant qu'investisseur ou propriétaire ou futur propriétaire, de le faire pendant le chantier, pendant les travaux. Parce que si vous terminez le chantier et vous avez de payer la dernière tranche et vous demandez les infos, ben, l'entrepreneur sera probablement sur un autre chantier à faire autre chose et ça va peut-être lui faire chier, désolé des termes, mais de revenir sur ce dossier, de faire l'administratif alors que c'est pas du tout en général son dada, donc de le faire Tout en à fait, temps t'as bien réel. compris. T'as bien Ouais, compris. exactement. Ouais. C'est vraiment que des retours d'expérience qu'on vous donne. Donc voilà pour ma petite suggestion par rapport au dossier intervention ultérieure. Autre question très intéressante de notre communauté, des clients chauds patates comme d'habitude. Alors, quelle marge de manœuvre le certificateur a lors de son audit pour influencer le résultat du PEB tout en restant dans les règles, dans les bonnes pratiques en vigueur? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il Ok, donc peut audit, différencier? je vais nuancer, c'est pas audit, mais certificat PEB. Oui, Hein. oui. En fait, j'ai quelque chose par rapport à ça, hein, bien connu lors de mes conférences. Il y a 3 types de certificateurs. Il y a d'abord le certificateur négligent. Alors, il faut savoir que ces trois types de certificateurs existent parce que le protocole de certification, il distingue 3 types de règles. Donc, il y a d'abord il y a les règles auxquelles on ne peut pas se soustraire. Donc, c'est le règlement de base. On doit suivre ces règles. Si on ne les suit pas, on risque d'avoir des très gros problèmes s'il y a un contrôle. Il y a ensuite les indications. Les indications, on est censé les suivre, mais si on ne les suit pas, on doit pouvoir se justifier. Et après, il y a les recommandations. Les recommandations, on a le droit de les suivre ou pas à notre souhait. C'est un peu bizarre, mais ça marche comme ça. Et donc, sur base de ça, on va dire le certificateur, il doit, dans les règles, hein, soit il doit faire, soit il peut faire, soit il devrait faire. Alors, Ou il veut faire. ce qu'il peut faire, en fait, c'est ce qu'il peut faire en plus. Ouais. Ok. Donc là, on se retrouve avec 3 types de certificateurs. Il y a le négligent, celui qui ne fait pas ce qu'il doit, il ne fait pas ce qu'il peut et il ne fait pas ce qu'il devrait. Et lui, en fait, il ne devrait pas exister. Il devrait en fait perdre son agrément si tout se passe bien. Et il en existe sur le marché. Bon, je pense encore aujourd'hui que c'est une minorité, mais il en existe sur le marché. Et donc, il faut à tout prix les éviter déjà dans son choix. Ensuite, je pense que la majorité du marché, ce sont des certificateurs justes. Donc, on n'est pas négligent, mais on est juste. On fait ce qu'on doit et on fait ce qu'on devrait. Mais on ne fait pas ce qu'on peut. Et donc là, c'est le gars, le certificateur qui vient chez toi, il arrive à l'heure, il prend toutes les mesures, il t'a envoyé le document qui explique comment ça marche la certification, tu lui as envoyé tes preuves, si tu l'as lu ou si tu l'as compris, et puis il rentre chez lui, il encode, il t'envoie le document, bye bye. Ok, c'est fini. Et donc finalement, au final, ce n'est pas l'optimum. On a beaucoup d'éléments pour lesquels il manque des preuves, le certificateur n'a pas expliqué plus que ce qu'explique le document, et voilà, on perd beaucoup en termes de résultats. Et puis, il y a la 3e catégorie, le certificateur optimiseur. Et lui, il va faire tout. Il est orienté client. Hein, il va tout faire pour que son client ait la meilleure note possible. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. En général, je préviens le client, j'explique la nécessité de fournir les preuves.
à quoi ça doit ressembler, que doivent contenir les documents. Avant de visiter même. Avant même de visiter. Sur place, on regarde ensemble. Je pose des questions, surtout si la personne a fait lui-même les travaux. Souvent, c'est très compliqué. Mais on essaye de retrouver toutes les preuves en faisant des sondages, en enlevant des spots, en allant chercher des isolants avec des caméras. Il manque des informations. Une fois que j'encode chez moi, s'il manque des informations, je recontacte le client pour lui demander plus. Alors, ça prend plus de temps. Ça prend un peu plus de temps et donc, voilà, pour certains clients pressés, au pire, ce qu'on peut faire, c'est sortir un certificat provisoire qu'on met à jour plus tard avec les infos qui manquent. Mais ça vaut vraiment la peine parce que de là, on a déjà vu des différences de plusieurs lettres en termes de résultats. C'est même très fréquent. Grâce à l'optimisation et en allant vraiment en profondeur dans le travail. Et donc, selon le certificateur que vous choisissez, vous aurez un résultat différent. Et donc ça, c'est même prouvé. Ils ont fait des tests, c'est bien connu, 5 certificateurs qui ont certifié la même maison à Bruxelles, le même appartement à Bruxelles. Et on a eu 5 résultats différents. Donc, il y a d'abord la qualité du certificat, les mesures qui ont été prises, mais surtout la recherche de preuves qui a un impact énorme sur le résultat. C'est ça. Et est-ce que par rapport aux certificats et aux maisons, il y a une identification unique ou une maison peut avoir plusieurs certificats? Non, donc en tout cas en région wallonne, comment ça fonctionne, c'est toujours le dernier certificat qui est fait qui écrase le précédent. Okay. Et donc il y a toujours un seul certificat valide. Ok, ça va. Alors, donc toi, tu fais partie des optimiseurs. Tu as aidé beaucoup de nos clients, membres du club. On a vraiment beaucoup de retours positifs. Et aussi, tu as ce background investisseur qui est très rare, à mon avis, du côté des certificateurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment toi, tu accompagnes les gens? À quelle étape, à quel moment est-ce qu'on fait appel à tes services? Quels sont les services que tu proposes? Oui, globalement. Ouais. Donc ouais, il y a le côté, t'en parlais, hein, le background investisseur qui est important. Donc j'ai également ce mindset et donc on se comprend entre clients investisseurs en tout cas. Et donc ça c'est déjà un premier élément parce qu'on parle d'optimiser le label. Il y a aussi une optimisation en termes de coûts dans les conseils qu'on va donner. Mais il y a aussi le background, on va dire, pratique parce que donc il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé d'acheter une maison que j'allais rénover totalement moi-même. Je n'ai pas fait le gros œuvre, mais tout à l'intérieur, installation d'une chaudière, d'un boiler thermodynamique, refaire de l'isolation, isolation de toiture. Donc j'ai vraiment tout fait pour me dire, quand je vais conseiller mes clients, je ne vais pas juste recracher ce que j'ai lu dans des livres, mais vraiment avoir une expérience théorique et pratique pour conseiller au mieux, plus l'expérience d'investisseur pour vraiment rassembler tous ces éléments et conseiller au mieux mes clients. Donc ça, c'est quand même très apprécié. Au niveau des services qu'on propose, le service le plus apprécié par notamment les membres du club, c'est l'expertise PEB. Donc, c'est pour les gens qui ne veulent pas passer par l'audit, donc ils ne demandent pas des primes, mais ils veulent quand même du conseil pratique sur quels travaux, pour quel score PEB. Et donc, on fait une visite avant même les travaux. Après achat. Hein. Après achat. Ouais. On refait un nouveau certificat PEB d'office dans tous les cas, parce que je veux partir sur une base que je connais. Et refaire un certificat, déjà, ça me permet de bien comprendre la maison. En sortant, je connais toute la maison, ses moindres détails, épaisseur des murs, type de vitrage, et tout, on connaît tout. Et puis, on a parfois déjà un résultat différent, supérieur ou parfois inférieur. Ou alors le même. Donc, ça dépend si le certificat précédent a bien été fait. Et on part de ce nouveau certificat pour faire des projections. Et donc, on encode les travaux dont on a discuté sur place avec le client et on voit quel impact ils ont sur le résultat. Grâce à ça, on rédige ensuite un rapport avec tous les travaux détaillés, tout ce qu'il faut faire pour arriver au résultat optimal qu'on s'est fixé avec le client. Aujourd'hui, donc on est en 2025, aujourd'hui, ce que je constate sur le terrain, c'est que c'est toujours le label C qui est visé, après discussion, dans la majorité des cas, parfois du B, mais souvent du C, en termes de rapport qualité-prix. Donc l'argent qu'on doit mettre pour avoir le résultat optimal, c'est le C qui est le plus visé aujourd'hui. Et donc tu édites un rapport et ce rapport, il sert de cahier de charge à l'entrepreneur. Pour l'entrepreneur, voilà. Okay. Et alors c'est ça qui est aussi intéressant quand on travaille avec les entrepreneurs qui collaborent avec le club, c'est qu'eux ont l'habitude de ce document et donc ils vont facilement pouvoir le lire, le comprendre et même revenir vers moi pour poser plus de questions. Et donc ça, c'est aussi un bel atout au niveau de vos collaborations. Super. Et donc après, à la fin du chantier, pendant le chantier,
l'entrepreneur ou le propriétaire prend les preuves, monte le dossier, garde les factures et à la fin du chantier, toi, tu mets à jour ce certificat, j'imagine. Voilà, c'est ça, Ok. tout à fait. Donc, je reviens sur place, on regarde ce qui a été fait, on me fournit toutes les preuves. Et alors, normalement, si tout a été bien suivi, ce qui est au final pas si souvent le cas que ça, parce qu'il y en a il y a des clients qui changent d'avis, mais on arrive normalement au même résultat que ce qui avait été annoncé. Et donc, il n'y a pas de surprise et c'est ça qui est magique. Souvent, les personnes rénovent un peu à l'aveugle, sans aucun conseil, et puis ils voient le résultat. Ils font « Ah mince, c'est pas ça que j'espérais ». Tandis qu'ici, on supprime toutes ces surprises. Et alors, les meilleurs clients, entre guillemets, ceux qui suivent le mieux leur chantier, c'est des clients qui, quand ils changent d'avis, ils me contactent, ils me passent un petit coup de fil. « Ah tiens Thibaut, finalement, ce travail-là, on ne va pas le faire. Quel sera l'impact ?» Et donc, même en cours de travaux, on peut aller revoir l'expertise, faire une modification pour voir si ce qu'on a laissé tomber n'a pas tant d'impact. Ou alors, au contraire, je vais dire « Ah non, surtout… » Fais-le parce que déjà, c'est un travaux bloquant, donc tu ne seras pas le faire facilement plus tard. Mais en plus, ça a beaucoup d'impact sur ton label. Super, mais incroyable, c'est vraiment un service top du top. Et comment est-ce que nos auditeurs et nos auditrices peuvent te contacter pour faire appel à ce service? Alors, vous pouvez me contacter par email ou par email ou par téléphone. Et les coordonnées sont juste en dessous sur le lien. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter, même pour des informations, que ce soit avant vos travaux ou après vos travaux pour un certificat PEB. Super, au top. Merci. Donc, c'est un beau cadeau que vous vous avez donné. On vous donne contact et accès à Thibaut qui fera, j'espère, un plaisir de vous aider. Et quelles sont, on continue sur les questions de la communauté. Donc, quelles sont les principales erreurs que les gens commettent et qui pénalisent le PEB? Alors, il y a deux types d'erreurs, hein. Il y a des erreurs au niveau de la qualité et il y a des erreurs qui ont vraiment un impact sur le PEB. Au niveau de la qualité, par exemple, c'est isoler une toiture qui n'est pas prête à être isolée. Elle n'a pas, on va mettre beaucoup d'argent dans l'isolation d'une toiture qui va poser problème dans 5-10 ans. Et donc, tout le travail d'isolation qu'on vient de faire, il faudra le refaire quand on va refaire la toiture. Donc ça, c'est une des plus grosses erreurs que je vois, c'est investir dans quelque chose qui ne tient pas la route, en fait. Et c'est très fréquent. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que l'agent immobilier, il va souvent être favorable, dire « Ah oui, tiens, regardez, la toiture est nickel ». Et donc, au final, le client va penser ça. Peut-être que le vendeur précédent aussi va dire pareil. Et alors, ce que je constate, mais surtout en audit, là on va vraiment sur du conseil au-delà du PEB, c'est que la toiture est totalement à refaire. Et donc ça, c'est un sacré coût parce que pour beaucoup de clients, parce que c'est des budgets qui ne sont pas prévus et qui sont énormes. J'ai déjà eu des clients à qui j'ai annoncé, ils ne pensaient pas du tout que leur toiture était à refaire. Et j'ai annoncé, et sur base des calculs de l'audit, on avait une estimation à plus de 100 000 euros, vu la surface très importante de cette toiture. Et donc, ça peut être assez Pas juste pour ennuyant. isoler, mais pour refaire toute la toiture. Refaire et isoler, Ok. parce qu'elle n'est pas prête à isoler. Et donc, si elle n'est pas prête à être isolée, ça veut dire aussi qu'on ne va pas le faire. Enfin, je vais conseiller de ne pas le faire. Et si ce n'est pas fait tout de suite, en fait, chaque année, on perd aussi en consommation énergétique. Et donc, ça, c'est une grosse erreur. L'autre grosse erreur, c'est de ne pas faire, on en a parlé plusieurs fois aussi, mais ne pas faire les travaux bloquants et de se dire, je vais refaire, c'est très fréquent. Je refais tout le plafonnage nickel de ma maison. Et au final, je ne pourrai jamais l'isoler par l'extérieur pour des contraintes urbanistiques, par exemple. Et donc, un jour, je vais devoir l'isoler par l'intérieur. Et donc, je vais repayer une deuxième fois le plafonnage parce que je vais mettre un isolant et je vais replafonner devant. Et donc, ça aussi, c'est une grosse erreur. Bon, pas mal, super. Et alors, je vais quand même le préciser, mais la ventilation, et donc là, c'est la plus grosse erreur, même en construction neuve, dans le bâtiment, la négligence par rapport à la ventilation du bâtiment, donc l'installation d'un système de ventilation complet. Et donc ça, si vous voulez plus de détails, vraiment dans la formation, c'est bien expliqué, la formation PA, mais un bâtiment doit être correctement ventilé avant d'être isolé. Sinon, qu'est-ce qui va apparaître? Des problèmes de mauvaise qualité de l'intérieur, de l'air intérieur, et donc des problèmes de santé pour les occupants. Et surtout, aussi pour le bâtiment lui-même, des problèmes de condensation. Et donc, le bâtiment n'est pas évolutif, en fait. Il n'est pas prêt à être isolé. Il vaut mieux un bâtiment bien ventilé, pas encore isolé, mais qui va être isolé au cours du temps, plutôt que le contraire. Ok. Et souvent, tu penses qu'il faut créer des systèmes de canalisation? C'est assez lourd comme travaux?
Ça dépend. On a plusieurs types de systèmes qui existent. Mais oui, en général, ce sont des travaux qui vont plutôt être faits en face chantier parce qu'on va faire passer des gaines à gauche, à droite dans le bâtiment. Supplémentaires, en plus que les gaines techniques usuelles. Voilà, c'est ça, des gaines de ventilation. Et si on ne le fait pas tout de suite, c'est pareil. On va devoir refaire des faux plafonds le jour où on veut le faire. Ok. Pour cacher toutes ces gaines. Super, super intéressant. Alors, il nous reste 4 questions avant de terminer ce podcast. En tout cas, j'espère, les amis, que vous appréciez. Envoyez de l'énergie, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne. Restez toujours concentrés sur la route. Mais normalement, vous avez terminé votre trajet, j'imagine, à ce moment de la vidéo. Alors, quelle aide wallonne ou fédérale permet d'optimiser le mieux le budget afin d'améliorer son PEB? Est-ce qu'on a beaucoup d'aides par rapport aux législateurs, ces réglementations à venir? Alors, je vais parler surtout pour la Wallonie, hein, mon territoire. Donc, au niveau de la région wallonne, on a toujours des aides qui sont des primes à la rénovation et qui sont accessibles à la fois à des particuliers qui investissent pour leur propre maison, mais aussi des particuliers qui font de l'investissement immobilier, donc pour mettre en location. Alors, évidemment, on en a entendu parler. Hein, donc, en février 2025, on a eu une grosse réforme qui réduit très fortement ces primes. Mais elles existent toujours et donc il ne faut pas les oublier. On est passé, je dis toujours ça à mes clients pour les rassurer parce que c'est aussi notre rôle, c'est qu'on est passé d'un système qui était extrêmement intéressant à un système intéressant. Donc il y a toujours moyen sur certains chantiers en fonction les primes sont accordées en fonction des revenus de votre ménage. Donc ça dépend de vos revenus, mais on peut toujours aller chercher du 10, 20, 25 000 euros récupérer sur un chantier. Selon son ampleur et selon vos revenus, on peut toujours avoir des aides assez conséquentes de l'État. Et par contre, ce qui me désole un peu et qui est souvent oublié par beaucoup de personnes, c'est la réduction d'impôts, en région wallonne aussi, la réduction d'impôts pour l'isolation des toits. Et donc là, on peut aller rechercher jusqu'à 30% du montant de l'isolation de vos toitures en réduction d'impôts. Et donc, ça fait souvent 1 ou plusieurs milliers d'euros que vous pouvez récupérer sur vos impôts, rien qu'en faisant remplir un petit document par... sur le précompte immobilier. Sur vos impôts globaux, hein, on a une réduction sur les fédérales, impôts. Ouais, okay, voilà, tout à fait. Super. Et ça se concrétise comment? Est-ce que c'est un pourcentage, donc les primes, c'est un pourcentage du montant des travaux nécessaires par l'isolation défini avec l'auditeur ou est capé par les revenus que la personne gagne? C'est ça à peu près l'idée des primes? Alors, comment ça marche? Un auditeur doit passer avant vos travaux. Ça, c'est la première chose importante. C'est faire passer l'auditeur avant les travaux, sinon vous allez perdre une partie des primes. Pour les travaux d'isolation de toiture, il n'est plus nécessaire de faire passer un auditeur sur place, mais voilà, il sera de toute façon nécessaire pour tous les autres travaux. Et ensuite, il y a un calcul des primes qui est fait sur base des mètres carrés de vos différentes parois. Donc, par exemple, pour l'isolation, vous aurez droit à un certain montant au mètre carré. Mais ce montant sera multiplié par un facteur qui va de 1 à 6. Maintenant, de 2 à 6, vu que la catégorie x1, ils n'ont même plus droit aux primes. Mais de 2 à 6. Et donc, toutes les primes seront multipliées par ce facteur-là, jusqu'à un certain plafond par rapport au montant qui est affiché sur votre facture. Donc, c'est un système assez complexe. Et heureusement, oui, vous pouvez aller vous rendre aussi à des guichets. Donc, dans toute la région wallonne, dans toutes les communes, on a des guichets de l'énergie qui peuvent vous expliquer le fonctionnement. Et aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur logementwallonie.be et voir si ce système peut être intéressant dans le cadre de votre bien privé ou dans le cadre de votre investissement. Quelles sont les pistes d'amélioration lorsqu'on a un mauvais PEB, type F ou G, pour le faire monter vers C ou D sans réaliser de gros travaux d'isolation, mais en travaillant sur la ventilation, le type de chauffage, la fabrication d'eau chaude? En général, c'est quand même l'isolation qui aura le plus d'impact. Et donc, je dis souvent aussi à mes clients pour vraiment donner une image de ce que c'est, l'impact de l'isolation. C'est de se dire, mon bâtiment, s'il est totalement isolé, avec une belle épaisseur conforme aux normes de ce qu'on fait aujourd'hui, allez, on va même isoler la cave, la toiture, les façades. Voilà. On est vraiment dans une enveloppe bien isolée. J'allume un briquet et j'ai assez de chaleur pour chauffer toute la maison. Donc au final, le système de chauffage, il n'a plus trop d'impact, même s'il a un mauvais rendement, tellement qu'il va peu fonctionner, on aura beaucoup plus d'impact de cette manière-là, plutôt que dans un bâtiment qui est qui n'est pas du tout isolé, où on va mettre des systèmes performants. Et donc c'est toujours dans le sens inverse qu'il faut penser.
Et alors, de ce que j'ai constaté aussi, c'est que les gens, ils n'aiment pas mettre leur argent dans l'isolation parce que c'est quelque chose qui est caché dans les murs. Voilà, c'est pas une dépense que les gens aiment faire bizarrement, alors qu'avoir une belle machine, les gens préfèrent avoir une belle machine et montrer à leur famille, regardez dans la cave la nouvelle chaudière, plutôt que se dire bah tiens, regardez, j'ai mis du polyuréthane. Mais pourtant le polyuréthane lui aura beaucoup plus d'impact, le polyuréthane ou peu importe l'isolant, ça aura beaucoup plus d'impact l'isolation que l'investissement dans les systèmes. Okay. Donc toujours priorité isolation. Et est-ce qu'un audit est indispensable ou bien suivre les suggestions sur le document du PEB suffit? Souvent les suggestions en page 2, je pense, du PEB pour améliorer le PEB sont suffisantes. Alors, il y a des suggestions dans le PEB et je pense que dans le futur, il y aura encore plus de suggestions qui seront plus précises par rapport à ce qui existe maintenant. Ça, c'est dans les objectifs aussi de l'Europe. Mais moi, je vous conseille toujours de faire passer un spécialiste parce qu'il faut que les conseils soient personnalisés par rapport à votre projet, par rapport à vos objectifs et d'avoir vraiment quelque chose sur mesure. Alors, en expertise PEB, donc en projection de label PEB, on a quelque chose qui est très direct. Quel est ton objectif? Quels travaux on peut faire? OK, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ton objectif. En audit, là, on est sur un rapport qui est beaucoup plus détaillé, où on a une ligne du temps de tous les travaux que vous pouvez faire, avec un calcul des montants de primes auxquels vous avez droit, le prix, le coût de chacun de ces travaux, le retour sur investissement. Et donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et donc, ça, c'est à vous de voir de quel service vous avez besoin. Mais dans tous les cas, oui, je vous conseille de faire appel à un spécialiste parce que des recommandations faites automatiquement par un logiciel, ce ne sera pas forcément adapté à votre projet. Yes, au top. Dernière question pour terminer, les questions de la communauté. Donc, question un peu particulière que je vais reformuler ici. Donc, admettons qu'on a un immeuble d'une 50aine d'appartements. Quelqu'un a acheté un studio avec un PEBG. Tout est système de chauffage électrique. C'est ultra compliqué au niveau de la structure du bâtiment, vu qu'il y a plein de propriétaires, de créer un système de chauffage central, puisqu'il va falloir demander l'autorisation à la copropriété, faire appel au syndic, on va traverser les murs des autres bâtiments, etc. Donc, il n'y a pas moyen de créer un système de chauffage central, pas de chaudière. Quelles seraient éventuellement, est-ce qu'il y a des pistes de possibilités pour améliorer le PEB pour ce petit studio? Qu'est-ce que la personne pourrait faire? Mais ça me fait penser immédiatement à un cas d'une cliente à Liège, des tout petits studios en plus, petit mètre carré, on se rappelle, très compliqué à faire monter en termes de label. Et la cliente m'annonce, malheureusement, la copropriété veut supprimer la chaudière collective. Et donc, nous, on n'a pas le choix, on va subir ça parce que voilà, les autres, tout le monde veut la supprimer. On va passer à l'électrique. Elle m'annonce ça avant ma visite d'expertise et le jour où je viens, l'électrique est déjà installé. Je me dis, mince, comment je vais conseiller là-dessus? L'électrique, c'est très mauvais dans le label PEB. Et au final, je me suis rendu compte que sur place, ces petits studios avaient une configuration très avantagée qui permettait quand même d'optimiser le label avec ce qu'on avait, malgré l'électrique. Et on a réussi avec à peine 3 cm d'isolant, parce que c'est des tout petits studios, on ne veut pas perdre de place. Et d'autres recommandations, évidemment, supplémentaires par rapport au type de boiler qu'on allait mettre pour la production d'eau chaude, par rapport au type de radiateur électrique aussi qu'elle allait sélectionner. On a réussi à quand même obtenir du label C sur ces tout petits studios. J'étais très surpris. Mais par contre, là, ici, on rigolait pas. J'ai sorti un rapport et j'ai dit à la cliente, il faut vraiment suivre chaque ligne. Et j'ai mis des infos très précises sur le rendement, par exemple, le label que doit avoir le boiler électrique. Enfin, voilà, vraiment, il fallait tout suivre à la lettre parce qu'on était vraiment à très peu du label C. Et donc, on pouvait facilement retomber à D si une petite chose était oubliée. Et donc, par contre, voilà, pour ce genre de petit studio, ce sera difficile de faire plus que C. On peut y arriver, mais il faudra faire beaucoup d'efforts. Super. Mais merci infiniment pour toutes ces informations, Thibaut. J'ai eu un grand plaisir à t'écouter, à te poser des questions, à en prendre encore de Mais également. plus sur le PEB.
De nouveau, n'hésitez pas à envoyer de la force à Thibaut si vous aimez aussi ce type de contenu. Mettez simplement un like, mettez des commentaires, posez des questions. Elles seront transmises aussi à Thibaut pour que vous puissiez avancer. Et de nouveau, n'hésitez pas à contacter Thibaut en cliquant sur les liens en dessous de cette vidéo. Il y a plein de choses. Il y a des vidéos études de cas. Il y a aussi tes coordonnées pour pouvoir avancer. Il y a les liens vers la formation aussi Opération PEB-A. On vous souhaite à tous bonne continuation dans l'amélioration du patrimoine immobilier belge. Oui, soyons un exemple. Je sais que je suis un peu naïf, mais soyons un exemple au niveau européen puisqu'on a des contraintes. Et pour terminer cette vidéo, est-ce que Thibaut, tu aurais un dernier mot, quelque chose que tu voudrais partager? Je voulais quand même remercier le club parce que ça fait déjà une belle collaboration qui dure déjà depuis 3 ans. Et on a fait quand même des choses magnifiques, des choses totalement innovantes qui n'ont jamais été faites nulle part. Et je pense immédiatement à ce jeu qu'on avait créé à l'immersion. Ouais. Donc, c'était une sorte de Monopoly où les gens avaient toutes, enfin les équipes, on avait des équipes, une dizaine d'équipes, 80 personnes à peu près. Avec une maison, tout le monde avait le même modèle de maison et tout le monde devait faire des choix de travaux qu'ils pouvaient acheter avec un budget limité. Et l'équipe qui avait le meilleur PEB gagnait la formation, justement, la formation OPA. Et ça, c'était vraiment magique. Et on a vu quand même qu'avec le même budget, donc le même budget pour tout le monde, on avait la moins bonne équipe qui était sur du label E et la meilleure équipe qui était sur du label B. Et donc, ça montre encore une fois l'importance de bien mettre son argent au bon endroit. Et c'est pour ça que j'existe en fait et que je fais ce métier. C'est pour conseiller au mieux les personnes. Et c'est notamment grâce à des personnes comme vous qui me donnaient cette opportunité. Donc, merci pour ça. Et merci pour tous ceux qui nous écoutent aussi, qui sont intéressés de voir l'importance de ce sujet et d'avancer avec moi. Parfait. Au plaisir de vous aider dans vos investissements immobiliers. À bientôt. Chaud patate. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.